sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Alors il y a une chose que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul Tony Casalonga. Ils sont plusieurs. Il y a le peintre, il y a le sculpteur, il y a le graveur, il y a, disons, l'homme qui a fait de Pigne une petite merveille, il y a un centre culturel. Alors Tony, comment faites-vous pour vous départager ? D'abord, je ne fais pas plusieurs choses en même temps, je les fais les unes après les autres. Ce qui fait que je suis chaque fois concentré totalement sur ce que je suis en train de faire. Quand je fais de la gravure, je ne fais que de la gravure. Et quand je fais de la sculpture, je me sers de l'expérience que j'ai accumulée dans la gravure pour faire de la sculpture. Et quand je travaille sur des décors de théâtre, je me sers de ce que j'ai fait en gravure et de ce que j'ai fait en sculpture, etc., etc. Oui, donc vous êtes toujours occupé, on peut le dire. Pas une seule seconde, vous vous ennuyez, ou comment ça se passe votre journée, par exemple ? Alors, l'ennui, à vrai dire, je crois que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je sais ou je crois savoir ce que c'est que la vacuité. Il y a des moments de vide, qui sont des moments qui sont absolument nécessaires. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et qui se repose beaucoup. Repose, c'est-à-dire je me pose à nouveau. C'est ça que ça veut dire, parce que de même que les muscles ont besoin à un moment donné de se détendre, la pensée aussi a besoin de se détendre. Il y a une petite chose que j'aimerais savoir, parce qu'on n'en parle jamais. C'est, vous êtes né à Ajaccio. Et alors, comment s'est passée votre enfance à Ajaccio ? Alors Ajaccio, à l'époque, était une toute petite ville, je crois 25 ou 30 000 habitants, qui était très agréable, où quand arrivait quelqu'un, par exemple un nouveau professeur arrivait au lycée, ça se voyait tout de suite, on est Cagliacino. On reconnaissait les gens qui n'étaient pas de la ville. Dans ce sens, Ajaccio était, si on peut dire, un village, et la vie était très libre. Il y avait une vie de quartier pour les enfants, il n'y avait aucun danger, il n'y avait pas d'automobile qui roulait à 100 km à l'heure sur le cours Napoléon. Il n'y a pas de moto ? Il n'y avait pas de moto. Et, en fait, c'était une enfance agréable dans une ville qui à l'époque était agréable parce qu'elle était véritablement à l'échelle humaine. Elle avait les avantages de la ville sans en avoir les inconvénients et les avantages du village et de la campagne sans en avoir non plus les inconvénients. Alors beaucoup plus tard, vous avez décidé de faire des études, c'est évident, l'Académie Les Beaux-Arts à Paris, puis Rome, etc. On verra par la suite tout votre parcours, mais ça semble naturel. En fin de compte, vous n'avez même pas hésité une seconde, vous avez directement été là où il faut que vous soyez. Mais je crois que je ne pouvais pas être autre part. Je sentais bien que je ne pouvais pas être autre part. Dès l'école primaire, le seul prix que j'ai jamais eu, malheureusement, tous les ans, c'était comme période de pénurie, c'était tous les ans pour le même prix, le même livre, c'était un prix de dessin. Je n'avais pas de prix de mathématiques, ni de géographie. Et ce qui fait que, par tradition familiale aussi, j'étais quand même entouré de choses de l'art. Votre père est architecte ou était architecte ? Mon père était architecte et le voisin de palier de ma famille, c'était le peintre Corbellini, dont à l'époque était encore vivant et dont ma mère avait été élève. Elle avait pris des leçons de peinture. Donc je vivais dans cet environnement-là et comme j'étais parmi les plus jeunes de la famille, on peut dire que tous les emplois classiques
traditionnels de ma famille, c'est architecte ou ingénieur, ils étaient déjà pris par les aînés. Donc la voie était libre pour faire autre chose. Et du coup, ça n'a posé ni à moi ni à mes parents aucun problème. Alors à Paris, comment ça s'est passé là, aux Beaux-Arts? Alors, avant d'arriver aux Beaux-Arts, il est évident que comme il y avait un concours d'entrée, à l'époque, je ne sais pas s'il existe encore, et il a fallu que je fasse une année de préparation que j'ai eu la chance de faire dans la section artistique du lycée de Sèvres, qui était un lycée tout à fait expérimental. C'était la première classe à 7 de France, c'était même la seule à l'époque, où j'ai eu des professeurs formidables. C'était des très jeunes enseignants, et c'était en plus, comme c'était un lycée expérimental au niveau national, il y avait des ateliers, un atelier de sculpture, un atelier de sérigraphie, un atelier de tapisserie, un atelier de modelage, un atelier de céramique. C'était vraiment formidable. Je me disais, si les Beaux-Arts, ça va être ça va être génial. Donc des profs jeunes, y compris d'ailleurs ceux qui nous enseignaient des matières telles que la littérature. Par exemple, notre professeur de littérature, c'était Madame Césaire, la femme du poète, qui à l'époque était une très jolie jeune femme. Donc ça illustre quelque chose. Je passe le concours des Beaux-Arts, je le réussis, je sais pourquoi. Et là, c'est une grande déception. Parce que, à l'époque, les Beaux-Arts, c'était des membres de l'Institut qui n'avaient pas trop marché. Alors, ils avaient certes eu tous le prix de Rome, mais ce n'étaient pas les artistes de l'époque. Ce n'étaient pas les Picasso, les Braque et compagnie. Oui. Et du coup, ne nous faisaient pas l'injure de nous apprendre quelque chose parce qu'ils ne savaient pas quoi nous apprendre. C'est embêtant ce que vous dites. Hein. C'est plutôt embêtant. Et au bout d'un an ou deux, je me rappelle, ma mère vient à Paris pour voir un peu si j'étais toujours vivant. Elle me dit, alors comment ça se passe? Je lui dis, mal, on n'apprend rien. Et c'est là que se fait un déclic, puisque ma mère, qui venait tous les ans passer une partie de l'été au couvent de Corbar, il avait rencontré le père Égamé. Père Égamé était un dominicain d'avant-garde, très féru sur l'art, ami de Matisse, de tous les grands artistes contemporains, à qui il avait passé des commandes. Tout l'art sacré contemporain était passé par là. Elle dit ça au père Égamé, qui lui dit « c'est normal. C'est normal parce qu'actuellement, les Beaux-Arts, c'est nul. » Et ma mère lui montre des dessins, parce que, quand même, moi, je travaillais, mais je travaillais tout seul. Et le père Égamé lui dit « il faut qu'il fasse de la gravure ». Et il lui donne une lettre pour un atelier à Montparnasse, l'atelier de Hayter, que je suis allé voir. Quand il a vu la lettre, il m'a dit « bon, vous voulez apprendre ?» Je dis « oui. » Passez une semaine avec moi, et au bout d'une semaine, vous déciderez. Et c'est là que ma vie a changé. Quel est votre premier dessin, justement, en gravure? Alors, mes premières œuvres en gravure, je les ai faites effectivement à l'atelier Hayter, et sont très inspirées par ce que je faisais à l'époque, et par la technique aussi que je découvrais. Mais au bout de l'année passée dans cet atelier, j'ai été saisi par la nécessité soit de faire mon service militaire, c'est-à-dire de partir en Algérie, soit de partir à l'étranger. Comme je faisais partie des étudiants des Beaux-Arts très, très politisés contre la guerre en Algérie, je me voyais mal aller contre mes idées. Donc je suis parti à l'étranger, et l'étranger c'était Rome, parce que c'était la plus près. C'est une bonne destination. Sur le moment, j'étais très déçu de quitter Paris, parce que Paris était une capitale dont j'avais rêvé toute ma jeunesse. Rome, j'imaginais qu'il était... C'était un village... tout petit. Et puis peuplé de Lucchesi. Oui. Comme vous pouvez dire à cette époque. Oui. Et là, je découvre une ville merveilleuse, je découvre une société, une civilisation, une langue, une culture magnifique. Et c'était votre rendez-vous, le vrai? Je crois que c'était mon vrai rendez-vous, mais je ne regrette pas d'avoir passé ces 5 années à Paris,
parce qu'ils m'ont préparé justement à ça. Et c'est d'ailleurs à Rome que j'ai compris qu'il fallait que je revienne en Corse, puisque la notion de centre qui m'avait attiré à Paris, le centre du monde, n'existe pas à Rome. Rome n'est pas le centre de l'Italie. Rome, c'est Rome. Et que Milan est un centre. Mais il y a une grande histoire quand même à Rome aussi. Mais dans la moindre petite ville d'Italie, elle se considère comme un centre. C'est vrai. C'est pour ça que je me suis dit que je devais décider où serait mon centre. Et le hasard de la vie avec ce fut Pigne. Et alors là, on peut dire que c'est dans les années 60 ? Oui, absolument, c'est dans les années 60, puisque je rentre en Corse en 1962. Je rentre en Corse, si je peux dire, parce qu'en vérité, je rentre à la caserne. Puisque. Et c'est pas pareil. On me dit quand même que j'avais des choses à faire. Et j'ai passé donc 1 an et demi à la caserne. Bon. Vous avez dessiné, là ? Oui, j'ai beaucoup dessiné. J'ai même fait quelques sculptures dans la cour de la caserne. Non pas au début, parce qu'au début, pendant la période de classe, effectivement, j'étais dans les chasseurs alpins, j'avais pas trop de loisirs. Mais après, quand j'étais secrétaire militaire de seconde classe à la caserne d'Abatucci à Ajaccio, j'avais des loisirs. Et la petite fontaine qui est à Pigne, il y a les bas-reliefs qui sont dans la fontaine de Pigne, je les ai sculptés dans la cour de la caserne. Pendant votre service militaire. Pendant mon service militaire, mais avec l'autorisation du colonel. Oui. Alors ce village, c'est tout de même la plus belle de vos aventures. Si on prend quand même le succès, ce formidable village que vous avez réussi à faire, à donner une identité, enfin, à mobiliser les habitants, etc. Parlez-nous un peu, ça a été facile ou difficile ? Oh, je crois que je peux difficilement répondre à cette question. Ce n'était ni facile ni difficile, parce que pour moi c'était évident. Je vous parlais de ma mère qui venait passer le mois de septembre au couvent de Corbard, et elle m'y amenait. Et du couvent, on voit Pigne. Ouais. Et on voit comme une sorte de petit monde idéal, bien défini, bien architecturé, bien groupé. C'est comme une pomme de pin, ça porte bien son nom. Et je m'y suis fait des amis, et ces amitiés, au fond, ont fait que c'est devenu un peu pour moi mon village idéal. Et quand les circonstances de la vie ont fait que j'ai pu me rendre propriétaire d'une petite maison en ruine dans laquelle je n'envisageais absolument pas de vivre, mais simplement de venir passer de temps en temps quelques jours. Eh bien, quand je quitte Rome pour entrer en Corse et que je finis mon service militaire, où vais-je ? Nous venions de nous marier, ma femme et moi. Nous venions d'avoir notre premier enfant. Et c'est ma femme qui me dit, écoute, cette petite maison depuis, on va y habiter. Et du coup, c'est ce qui était une sorte de rêve, de moment hors la vie, est devenu une réalité de la vie. Et alors on peut dire que vous avez commencé à vraiment vivre de votre art et de votre pratique quand vous avez trouvé votre atelier, parce que le point de départ, c'est quand même l'atelier. Absolument. Et c'était d'ailleurs une des grandes difficultés, parce que à Paris, à Rome, et même à Ajaccio, se loger et avoir un atelier, dans un moment où on commence une carrière qui de toute façon est un sacré pari, si j'ose dire. C'est pas une carrière, c'est une activité, et qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, si tant est qu'on en gagne même un peu, ce qui est déjà pas mal, en faisant des boulots un peu alimentaires. Donc là, brusquement, il se trouvait qu'il y avait de l'espace à disposition. Parce que quelle était la situation de ce monde rural dans ces années-là? Eh bien, c'était une situation de dépression, c'est-à-dire tout le monde partait. Il y avait combien d'habitants à peu près? Il y avait une quarantaine d'habitants. Oui, et les trois quarts des maisons étaient vides. Et une grande partie des maisons vides étaient en ruine.
dont celle que j'ai achetée. Donc on se trouve là brusquement à avoir des mètres carrés à la mesure de nos possibilités. C'est-à-dire, pas gratuit mais presque. Et là, je peux avoir un atelier, en plus d'une maison, où on peut habiter. Alors c'est pas très confortable, au début il n'y a même pas d'eau. Oui, il y a l'électricité, mais il n'y a pas d'eau. Donc on va chercher l'eau avec l'âne à la fontaine. Mais bon, quand on a 25 ans, tout est possible. Et puis, finalement, je réussis à avoir une presse et je fais enfin, après plusieurs... Votre premier dessin? Ma première gravure. Gravure, oui. Mon premier dessin, je crois que je l'ai fait un petit peu avant d'avoir dit mon premier mot. Oui, mais oui, vous êtes vraiment fait pour ça. Enfin, c'est vrai, il y a une trajectoire, vous la suivez, on vous écoute, on voit bien que c'est votre paradis quand même, la peinture, la sculpture, la gravure. En tout cas, c'est mon moyen d'expression. Je ne saurais pas exprimer autrement ce qui me fait vivre. Alors, votre première gravure, c'est pas un éléphant, parce que je crois qu'un jour vous m'aviez dit, j'ai fait un éléphant, oui, en gravure, voilà. Voilà, alors effectivement, quand j'étais à Paris, puis ensuite même à Rome, j'étais quand même très inspiré par le mouvement surréaliste. Puis après, les années passent, et le port du fusil pendant la période de service militaire, ça n'incline pas à la poésie, il faut dire ce qui est. Hein. Et ni la guerre d'Algérie d'ailleurs. Ni la guerre d'Algérie encore moins. Ah oui. Donc, je me retrouve vivre à Pille, dans un milieu rural que finalement je ne connaissais que en passant. Et là, je suis quand même émerveillé par quelque sorte l'hospitalité, la gentillesse et surtout la simplicité naturelle avec laquelle les gens partageaient ce qui pour moi était des richesses. C'était leur propre production à l'époque. Les gens qui habitaient encore là, ils avaient tous un jardin. Oui. Moi, je ne savais pas que les légumes, ça poussait dans des jardins. Je pensais que ça poussait dans les épiceries, dans les supermarchés. Et là, ils arrivaient, ils me disaient, voyant que moi, avec une jeune femme et un petit enfant, j'avais pas de jardin, je me demandais, mais comment fait-il pour manger, ce malheureux? Donc, il m'apportait des fruits, il m'apportait des légumes, il m'apportait même du bois pour mettre dans la cheminée. Vous avez été surpris quand même. J'étais plus que surpris, j'ai été émerveillé. Et je trouvais que tout ce qu'il faisait était bien, était beau, était bon. Et quand ils regardaient ce que moi je faisais... Mais ils étaient étonnés, comment ils ont réagi? Et j'avais un peu l'impression qu'ils n'appréciaient pas. Et c'était très désagréable d'apprécier et de ne pas être apprécié. Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse des choses que mes voisins puissent aimer, puissent comprendre. Et alors, c'est là que j'ai changé ma manière au fond, de travailler. J'ai commencé à raconter des histoires. Et à raconter des histoires du monde qui était autour de nous. Parce que tout me semblait effectivement prendre une dimension quasiment mythologique. Entre autres, le rapport entre l'homme et l'animal, que je ne connaissais qu'à travers les vases grecs. Oui, l'Antiquité. Et l'Antiquité. Là, brusquement, je voyais mon voisin le berger, qui, quand il remuait le nez, ressemblait à sa brebis d'une manière formidable. Et quand je regardais sa brebis, elle ressemblait à mon voisin le berger. Donc, je disais que la métamorphose, je l'avais sous les yeux. C'est votre source d'inspiration, en fin de compte, c'est les habitants, c'est les proches. C'est les habitants humains et animaux, et par nécessité, le décor dans lequel ils sont, c'est-à-dire la végétation et le paysage anthropisé, c'est-à-dire travaillé par l'homme. J'adore les tombeaux, j'adore les fontaines, tous les murs, toutes ces choses qui font... L'histoire. En
quelque sorte l'histoire du paysage. L'histoire d'un paysage. L'histoire du paysage, oui. Donc là, vous retrouvez un peu votre père qui était architecte, parce que vous-même, vous êtes attiré, on le voit bien, par les villages, la proportion, les perspectives, l'identité. Voilà, l'identité. Oui, moi, il est évident que, sans doute par atavisme familial, puisque non seulement mon père était ingénieur et architecte, mais mes deux grands-pères étaient l'un architecte, l'autre ingénieur. Et les arrière-arrière. mes grands-oncles étaient tous plutôt ingénieurs aussi. Donc il y avait quand même un atavisme, vraisemblablement, ou une imprégnation plus exactement, ce qui fait que je me suis beaucoup intéressé à la partie à la fois technique du volume dans lequel j'habitais et esthétique. Moi j'ai tout de suite vu le Pigne comme une scénographie et j'ai tout de suite pensé qu'il fallait que je transforme certaines choses, que je le transforme dans le sens où je le sentais avoir des qualités. C'est-à-dire qu'il fallait que je pousse certains effets et que, au contraire, que j'en diminue d'autres. J'ai travaillé sur le village, en fait, comme scénographe. Et la population, après tout, dans la mesure où je rendais un service gratuit, un service gratuit de conseil, n'y voyait pas d'objection. Je disais, tu crois qu'il faut peindre ça en bleu plutôt qu'en rouge ou en gris? Bon, d'accord. Bon, après tout. Ça ne gênait personne. Mais en même temps, je me demande si je n'idéalise pas un petit peu, parce que il n'est pas impossible qu'il y a des moments où certaines personnes au village aient senti de ma part une forme de tyrannie esthétique. Là, par exemple, Tony, nous sommes à la galerie Noir et Blanc, vous exposez, et quand je regarde vos différentes gravures, vos tableaux, ce sont des tableaux quand même, bon, on ne parle pas de la technique de la gravure pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un album de famille. C'est-à-dire, il y a une identité, il y a le berger, il y a le village, il y a une atmosphère. Enfin voilà, vous retransmettez une atmosphère. Je crois que c'est ce que je ressens, en tout cas, j'en suis sûr. Oui, je crois que je raconte des histoires. En fait, j'ai l'impression de faire de la bande dessinée à une seule case. Et ça me fait penser justement à un mot que j'aime beaucoup, de Kandinsky, quand il parle de spiritualité, parce que effectivement, à l'époque où j'ai commencé, en quelque sorte, à exercer cette fonction d'artiste dans la société. Oui, quotidienne presque. Oui. C'était l'époque où on atteignait le comble de l'abstraction. Moi, je me rappelle d'une exposition d'Yves Klein, oui, à la galerie Iris Clair, qui était à côté, tout à fait à côté du bar chez Malvezin, où c'était quitté notre quartier général, où il avait donc l'exposition, il avait simplement peint la galerie en bleu. oui. Il n'y avait rien dans la galerie. Seulement les murs étaient peints en bleu, et quand on rentrait, la directrice de la galerie, donc Iris Clair, nous servait dans un petit verre bleu une liqueur bleue. Oui. C'est bien étudié tout ça. Voilà. Mais quand on atteint ce comble de l'abstraction, que reste-t-il? Oui. Justement. Et c'est ce que dit Kandinsky, il dit soit on peint, soit on dépeint. Et dépeindre, ça veut dire raconter. Oui. Et moi, je me sens... De quel côté êtes-vous? Je suis du côté de celui qui dépeint. Ah oui. Et en ce sens, je suis retourné à la figuration, naturellement, à la fois pour les questions que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour que mon voisin puisse regarder ce que je fais et ne me pose pas de questions embarrassantes par rapport au fait qu'il ne comprend pas. Oui, c'est-à-dire que vous vouliez qu'il se situe tout de suite dans vos dessins. C'est-à-dire que ce ne soit pas l'inconnu ou quelque chose d'un peu étonnant, on va dire. Donc c'est quelque chose de concret que vous proposiez.
Oui, et c'est en ce sens que la formule que vous avez utilisée, d'album de famille, me va parfaitement. Oui. Sauf que c'est une famille au sens Non. culturellement très élargi, Oui. effectivement, puisque ça peut aller évidemment au-delà du village, au-delà même de l'île, et jusqu'aux frontières les plus lointaines de la Méditerranée. Oui, par famille, j'entends évidemment, c'est l'identité, on élargit, hein, c'est pas vos parents, vos proches, c'est, vous avez l'art de les séduire, parce que vous... Et oui, il y a quand même une séduction, vous avez quand même engagé une séduction avec eux, en tout cas des échanges. Oui, Dans vos dessins, ça se voit. Hein. je préfère effectivement parler d'échange que de séduction, Oui, même si dans la base de l'échange, il y a forcément une séduction réciproque. oui. Ça facilite les choses. Ça facilite, c'est une passerelle. Enfin voilà. Hein, je trouve que même dans vos dessins, on sent l'antiquité, enfin le sacré plutôt. Vous aimez vraiment la grande histoire, c'est-à-dire l'histoire antique. On se ressent en Corse, mais sur une île. On ne peut pas forcément identifier la Corse, mais ça peut être la Sardaigne, ça peut être autre chose, ça peut être la Méditerranée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, là je crois que mon tropisme culturel, quand j'étais encore élève au lycée d'Ajaccio, que je fréquentais le cours Napoléon, c'était Paris. Donc je pensais que Paris était le centre du monde. Et puis le passage par Rome a réorienté le tropisme culturel vers la Méditerranée. Pour des raisons qui sont, bon, d'une part géographiques, mais pas seulement, qui sont aussi des questions de résonance profonde. Et quand on parle de mythologie, il n'y a pas qu'une seule mythologie. C'est évident que la mythologie qui nous vient des Grecs et des Romains, elle a une forme que n'a pas la mythologie, par exemple, finnoise, de l'extrême nord de l'Europe, où il y a des choses magnifiques. Il y a d'autres attractions, oui, voilà. D'autres, oui. Donc, je me suis, en quelque sorte, j'ai réorienté ma boussole vers le sud, alors qu'initialement, elle avait été façonnée par la société vers le nord. Je crois que c'est vraiment une bonne chose, parce que je trouve que tous vos travaux, on est tout de suite dirigé vers la Méditerranée, ou du moins, il n'y a pas un autre mot, vers le sacré, vers le respect de la nature, la défense de... Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on peut voir vos gravures. Hein. En tout cas, oui, je l'espère, parce que le sacré, oui, dans le sens... que ça porte au respect. Moi, j'utiliserais volontiers quelque chose qui pourrait avoir le sens dans le sens de spiritualité profane, en quelque sorte. Oui, le mot sacré, dans le sens exactement, oui, profane, hein, c'est-à-dire le respect de l'individu, raconter la grande histoire de l'humanité. Enfin, voilà, bon, il se trouve que c'est la Méditerranée, tant mieux pour nous. Oui, en tout cas pour nous. Oui, pour nous, oui. Parce que on peut très bien concevoir, mais il faut concevoir que pour d'autres parties du monde, la Méditerranée, c'est tout. C'est pas grand-chose, ni dans le temps, ni dans l'espace. Oui, mais pour nous, c'est capital. Absolument. Ah, c'est capital. Alors, un autre petit passage d'interview, par exemple, sur la technique. Alors, comment utilisez-vous la technique pour raconter vos histoires? Est-ce que cette technique, de temps en temps, elle ne vous embête pas un peu? Ou, enfin, comment se passe le rapport avec la technique dans la gravure? Alors, je dois dire que moi, j'ai, avec la technique, de très bons rapports. Moi, j'aime tout ce que la main peut réussir à faire. Je suis pas... Je suis, comment dire, adepte du naturel, mais pas de la spontanéité. Je ne crois pas que, en faisant n'importe quoi, il peut arriver quelque surgir, chose. oui. Je crois
je crois au savoir-faire. Je crois aussi à l'accumulation des expériences. Je pense que c'est toujours bon de réinventer l'eau tiède, mais comme c'est déjà fait, l'intérêt est quand même relativement mineur, et je préfère travailler à partir de l'eau tiède pour fabriquer de l'eau chaude, ou de l'eau encore plus chaude, et peut-être même passer à quelque chose qui est au-delà, qui la transforme en vapeur, qui donne une nouvelle forme. C'est ça, c'est en fait utiliser ce que les savoirs ont accumulé dans le domaine qui est le mien avant moi, pour rajouter, moi, quelque chose qui est mon apport personnel. On dit que nous sommes des nains perchés sur les épaules d'un géant. Oui, oui, l'image est belle, oui, oui. Alors, Tony, c'est tout de même une grande aventure, cette technique qui va vous provoquer donc des sensations. Parce que, bon, il y a la technique que vous maîtrisez, mais il y a des petites sensations quand même quand on fait une gravure, le fait de la technique pure, enfin, je ne sais pas, voilà. Oui, parce que effectivement, le caractère technique de la gravure n'empêche que c'est une pratique artistique. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien, en langue corse, le mot arte veut dire tout simplement la capacité à bien faire les choses. Et il y a le proverbe qui dit qui a eso arte, a eso parte, c'est-à-dire celui qui à qui on a légué une capacité de faire bien quelque chose, quelle que soit la chose, en fait, il a sa part d'héritage. Oui. Et donc, si le mot artiste ou le mot art a ce sens, ça ramène la Corse et la manière dont la Corse a comme relation par rapport à l'art, quelque chose qui ressemble à la découverte d'Antonin Artaud à Bali, où la grande surprise, c'est qu'à Bali, le mot artiste n'existe pas, le mot art non plus. Sauf que, soit on est musicien, soit on est danseur, soit on est sculpteur, et qu'il n'y a pas une personne qui exerce une activité artistique. Sauf que ça ne s'appelle pas comme ça, ça s'appelle vivre. Alors maintenant, Pigne a grandi, on peut le dire, il y a un nombre d'habitants conséquent, il y a beaucoup d'artistes. C'est quand même une cité d'artistes, mais pas uniquement. Non, parce que... C'est l'image qu'on en a, hein, c'est pour ça que je... Oui, c'est une image qu'on en a. Oui, oui. Oui. Artiste, artisan. Oui. Oui, il se trouve que le caractère des activités a changé. Mais ce qui se développe surtout en ce moment, curieusement, sans doute par rapport à la situation, par rapport à la pensée écologique, c'est de nouvelles formes d'agriculture. Le grand projet de la commune actuellement, ce sont les jardins. C'est une production justement de proximité pour un marché de proximité. Ceci étant, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien être un artiste et un jardinier. Oui, il n'y a pas de... De toute façon, il faut des passerelles. Je crois que quand on est artiste, on recherche les passerelles, que ce soit environnementales ou... par exemple, l'expérience que vous avez fondée ou créée avec la Corsicade, là aussi, ça fait partie de l'album de famille, dans le sens famille, c'est-à-dire créer des liens sociaux. Oui, absolument. D'ailleurs, ça a été pour moi une expérience absolument formidable, parce que je suis passé effectivement du statut d'artiste, qui est une fonction solitaire par nature, et c'était effectivement la grande tentation de l'époque, parce que il nous semblait, à cette époque-là, je reviens à la fin des années 50, que tout avait été dit et toutes les expériences avaient été faites, puisque je vous disais, en parlant des Yves Klein, on est arrivé à quelque chose qui était la quasi-négation de l'acte artistique, par l'absence même de l'acte. Oui, tout à fait. Donc,
que reste-t-il? Il faut retourner à la vertu de la main et à ses capacités. Donc il y avait quelque chose qui était un mouvement qui est parti d'ailleurs des États-Unis en lutte contre la guerre au Vietnam, qui est arrivé en Europe, qui a donné naissance finalement à un moment donné à ce qu'on appelait le grand mouvement de 68 qui a parcouru toute l'Europe. Qui a été très fort en France, mais oui, plus partout, Italie, en Espagne, partout, en Europe, partout, oui. Et nous avons fondé la Corsicade en 64, c'est-à-dire ça bouillonnait déjà. 68 a été la cristallisation. Oui. Mais le retour à l'artisanat, moi je me rappelle, j'étais aux Beaux-Arts et je me promène sur le boulevard Saint-Germain, tout de suite après l'église Saint-Germain, je vois une petite galerie qui brusquement change à la fois de devanture, de nom et de produits. Je m'arrête, je regarde et je vois des magnifiques bijoux faits, en quelque sorte, forgés à la main par... oui, devant, donc, oui, devant le public ou... Non. Exposés donc, dans un endroit oui. Prestigieux qui venait de... C'est une artiste suédoise, Torun, qui se considérait comme artisan. Mais c'était aussi beau que du Brancusi. Oui. C'était de la sculpture transformée en bijoux. De la sculpture portable, en quelque sorte. Ça a été un des grands chocs. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc vous avez transposé, enfin, absolument. C'est une transposition, hein, oui. Mais d'ailleurs, ça m'a tellement inspiré que quand je suis rentré en Corse, je n'ai pas commencé par faire de la gravure, je commençais par faire des bijoux. Des bijoux comme ça, en argent martelé et forgé à froid. Je faisais des bijoux. Au début, avec ma femme qui les portait, petit à petit, j'ai réussi à en vendre. Oui. Mais donc, c'est le dépassement de la limite de l'art par le retour à la main ouvrière. Et c'est ça qui m'a amené aussi à la gravure. Alors un petit mot sur le théâtre quand même, parce que vous travaillez beaucoup cette notion théâtrale ou musicale. Pour vous, c'est une autre aventure, hein. Ça vous occupe, je veux dire, là aussi, toute votre vie quand même, une partie évidemment. Hein. Oui, et d'ailleurs, en fait, quand je suis parti à Paris pour préparer le concours des Beaux-Arts, la seule personne qui, dans la famille autour de nous, était dans le monde de l'art et à Paris, c'était mon cousin Antoine Bonfante, qui était ingénieur du son dans le cinéma à Paris. Donc mes parents lui demandent, lui disent, bon, qu'est-ce que tu en penses? Et mon cousin, très gentiment, dit, bon, s'il veut faire de la peinture, de la sculpture aux Beaux-Arts, il y a de fortes chances pour qu'il meure de faim. Ce qui, évidemment, ne rassurait pas mes parents. Moi, personnellement, ça me faisait ni chaud ni froid, mais bon. Et il dit à mes parents, je crois que le mieux, ce serait qu'ils s'inscrivent dans une école, et puis moi, je le prends comme stagiaire, assistant décorateur, sur un tournage. Et comme ça, petit à petit, il va se former, et il dit, là, il y a du boulot. Il y a du boulot pour toute la vie. C'est pas faux. Et je suis effectivement, donc ça se passe comme ça, je vais à Paris, je vais m'inscrire dans l'école, patati patata, et puis, donc, mon cousin me fait venir au studio de Boulogne-Billancourt pour assister à un tournage. C'était un grand ingénieur du son, hein, Antoine Bonfante, avec Godard, avec tant de grands metteurs en scène, cinéastes. Et donc, grâce à lui, je viens sur le tournage, il me présente au chef d'écho, qui me dit, bon, ben, assieds-toi là, il bouge pas, il regarde. Et là, je tombe dans un univers qui était à milieu de ce que je croyais être le monde de l'art. C'était un immense studio dans lequel il y avait un petit bout de décor au fond, etc. Puis tout le monde criait de tous les côtés, ça gueulait, il y avait des fils, il y avait des outils, il y avait des grues, il y avait rien de poétique, il y avait c'était l'envers du décor. Oui. Et puis dans un coin comme ça, tout petit au fond, je vois Gérard Philippe. Mais Gérard Philippe, à l'époque, c'était comme un dieu pour nous. La star. Et je vois Gérard Philippe, et personne ne faisait attention à lui. Ah bon? Oui.
Oui. Et oui. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui crie moteur. Bon, silence. Et Gérard Philippe commence à parler. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui gueule mauvais, arrêtez. Je dis, il se permet de dire mauvais à Gérard Philippe. Bon, on recommence, il recommence. Et puis il arrête encore 2 fois, 3 fois. À la 4e fois, j'étais prêt à me lever, à aller casser la gueule au gars, en disant mais vous ne pouvez pas traiter comme ça Gérard Philippe. Oui. Ouais. Et j'ai pas compris ce qui se passait. À la fin du tournage, fin d'après-midi, mon cousin vient me voir, il me dit alors, ça t'a plu? Je dis non, moi je veux pas faire ce métier-là. Ah, oui. C'est pas un métier. Ceci étant, quelques années après, vous avez fait du j'ai fait quelque part. décor du cinéma, j'ai fait du théâtre, et Oui. c'était pour moi une façon merveilleuse de, en quelque sorte, de me défouler de l'architecture que je n'ai pas faite, en fabriquant des espaces fictifs. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire des décors de théâtre baroque ou de spectacles contemporains. Et grâce à ça, je dois dire que j'ai fait un peu le tour de l'Europe. Et c'est reste pour moi Jusqu'au Canada, je crois. Au Canada aussi. Oui, oui, oui. Mais surtout en Europe. Alors, l'entretien, ou du moins cet échange, se termine. Et moi, j'aimerais quand même savoir, cette exposition, c'est un aboutissement ou comment vous voyez ce que vous avez accroché là, à la galerie Noir et Blanc? C'est évident que et cette publication... Ah oui, c'est très important de l'université, oui. On est là, effectivement, la preuve. La bibliothèque universitaire m'a fait l'honneur, si on peut dire, de publier un catalogue complet de mon travail. Depuis les toutes premières gravures... Un beau cadeau. Ah, pour moi, c'est tout votre parcours, en fin de compte. C'est tout mon parcours. Je voulais accompagner cette publication de quelque chose qui est une présentation aussi large que possible. Il y aura une exposition, à la bibliothèque universitaire, mais d'une vingtaine d'œuvres. Alors qu'ici, vous avez quand même combien de... 960. Oui. 960 sur les 313 gravures que j'ai fait au jour d'aujourd'hui. Oui. Et mais ce sont toutes les gravures qui étaient des gravures destinées à être tirées à la feuille. Toutes les autres, c'était des gravures destinées à être des illustrations dans des ouvrages. Ah oui, c'est différent. différent. Oui, oui. Qui sont faits pour être vus de près, pour être feuilletés et qui vont avec du texte. Oui, oui, oui. Puisque là, tout ce qui est exposé ici, et je dois dire que je remercie infiniment la galerie d'avoir permis de développer tant d'espace, parce que pour accrocher 160 gravures, il faut de l'espace. Oui, c'est vrai. Mais j'ai oublié un petit quelque chose, mais qui est important par rapport à la galerie Noir et Blanc. C'est vous qui avez quand même dessiné le logo. Ou du moins, c'est quand même vous qui avez donné la première image, entre guillemets, à cette galerie. À partir du moment où la galerie s'appelle Noir et Blanc, et qu'elle est encore, c'est évident que ce sont nos couleurs héraldiques du plan national, qui sont figurées par le fond blanc et la teste amour. Oui, bien sûr, l'identité. Oui, qui nous exprime. Oui. C'est curieux d'ailleurs, parce que c'est l'image de l'autre qui dit que nous sommes nous-mêmes. Oui, c'est miroir. Oui, c'est le miroir renversant. Renversant, oui. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'il fallait qu'on développe ce signe graphique en lui donnant chaque fois l'allure de l'époque dans laquelle on vit, au détriment de la forme géographique. Parce que quand on exprime la Corse par la forme géographique, on nie son histoire, on nie sa culture, ça devient simplement un espace géographique. Oui. C'est-à-dire, c'est la cage sans les oiseaux. Oui, Tandis que quand on exprime la Corse par la teste amour, à ce moment-là, il y a à la fois son histoire, sa culture, ses habitants, et par là même, sa géographie. Merci Tony Casalangue pour ce merveilleux moment. Vraiment, on a passé avec vous un délicieux instant. Voilà. Merci beaucoup Tony.
sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.